Il a réussi chez moi à me donner des frissons au niveau émotionnel, dans ma mémoire, ce que j'ai pu connaître quand j'étais jeune en Algérie. Les couleurs, la rue, les trucs. Bienvenue sur LIC. Si je vous dis Kamel et Alliance ethnique, pour certains, ça va commencer à rappeler des bons souvenirs. 51 ans, élevé dans la musique arabe de tes parents qui étaient venus d'Algérie. Oui, arabe, kabyle, oui, en effet. Dans le funk qu'écoutaient tes frères. Par les grands frères, exactement. Combien de grands frères? 3 grands frères. Combien d'enfants dans la famille? 4, je suis le dernier. Baigné aussi dans les musiques urbaines de la région parisienne, la cité à Creil notamment, hein, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est là qu'est venu le déclic de la chanson? Alors, l'approche de la musique avant le déclic, elle vient définitivement par mes frères, mes parents avant, mais la culture anglo-saxonne, avec la funk et la soul, ils achetaient des vinyles, et donc ça, j'étais bercé très jeune à cette musique, et puis après, début des années 80 en France, on a cette vague hip-hop qui arrive, notamment par l'émission HIP HOP, et puis j'ai un frère qui s'y colle un peu, qui écoute un peu, et ça m'interpelle. Les codes sont différents, ça m'interpelle, et puis je commence à m'y intéresser petit à petit, puis je commence à y écouter, puis après je commence à essayer, puis après je commence à écrire, et puis voilà, le cursus c'est plus ça. Mais oui, il y a une lignée, quoi. Mon approche de la musique commence forcément par mes parents, mes frères, et puis après moi, quoi. Le principe de l'émission, Kamel, c'est que je vais te montrer des vidéos et tu vas m'en montrer aussi. On va essayer de s'apprendre des choses l'un l'autre. D'accord. Tu vas rien apprendre avec la première vidéo. C'est fou parce que j'ai dû voir cette vidéo. J'ai dû voir cette vidéo 4 millions de fois, mais là je la regarde, j'ai des frissons en fait. Parce que je me dis, il y a tout le parcours qui revient, les anecdotes du clip, parce que ça devait pas être ce clip-là, on a eu des problèmes pendant le clip. C'est le début de la grande histoire, Respect. C'est arrivé dans l'industrie de la musique par la grande porte, alors qu'on savait même pas si on pouvait rentrer par la petite porte. Nous on fait ça parce que, ça c'est nous. Respect, c'est, en tout cas je vais parler pour moi, c'est mon éducation, toujours éduqué dans le respect. Et je voulais avoir cette étiquette dès le début et m'afficher en tant que tel. Durant toute ma carrière musicale, je voulais pas y mettre de grossièreté, je voulais pas faire quoi que ce soit de compromettant pour 2 choses. La première, je voulais que mes parents soient capables de regarder ce que je fais. Et puis là, j'ai 20 ans à l'époque et genre, j'étais loin d'avoir des enfants. Mais je me disais, si un jour j'ai des enfants, je veux qu'ils soient capables de regarder ce que j'ai fait sans problème. Donc j'avais ce souci déjà de... Et je suis content parce qu'aujourd'hui, j'ai un fils et puis il peut regarder. Il peut regarder tout ce que j'ai fait, j'ai aucun problème. J'ai pas besoin de censurer quoi que ce soit. On est dans la passation de ce respect encore de mes parents à moi, de moi à mon fils. Et, ouais, respect c'est une grande histoire. Hein. Et surtout, ce qui nous a choqués, c'est comment le morceau a été reçu. Par qui? Par le public? Alors, déjà, par l'industrie? Déjà par l'industrie, parce que ça a été adopté plus... Nous, je me souviens que la dirigeante du label, Laurence, avait envoyé le morceau à Énergie pour savoir ce qu'ils en pensaient. C'était même pas masterisé. Ils ont pété un câble. Ils l'ont mis directement à la radio, non masterisé, 15 fois jour, ou je sais pas quoi, je sais plus ce que c'était. Donc, adopté directement par l'industrie, et puis après, les gens. Ça a été un raz-de-marée. C'était vraiment... On s'attendait pas à ça. Franchement, on s'attendait pas à ça du tout. Mais bon, pour moi, ça a été une expérience extraordinaire, un souvenir extraordinaire pour un mec de à peu près 20 ans, dans la vingtaine, je pouvais pas vivre mieux. En l'écoutant, moi, je me suis demandé si c'était respect. Tu demandais qu'on te respecte ou si c'était toi qui devais respecter? Je peux pas demander qu'on me respecte parce que normalement, le respect, on le demande pas en fait. C'est par défaut. Si demain, on se rencontre, on ne se connaît pas, je vais te respecter. Je vais pas te rencontrer en t'insultant ou quoi que ce soit, je vais te respecter. Donc, je vais pas te demander de me respecter. Normalement, c'est un échange de bons procédés. L'époque veut maintenant qu'aujourd'hui, que ça soit quelque chose dont on parle, mais ça devrait être automatique. Tu as l'impression que c'est encore quelque chose qu'il faut inculquer, je vais jouer le vieux con, que le respect se perd? Je crois que c'est pire. C'est pire parce que à l'époque, on est dans une période où, bon voilà, moi je viens de quartier, il y avait des Algériens, des Tunisiens, Marocains, Sénégalais, Maliens, Guinéens, Turcs, Portugais, Espagnols. Il y avait toute cette différence, mais on vivait ensemble.
J'ai l'impression qu'à partir du moment où on a inculqué aux gens cette notion de vivre ensemble, on doit vivre ensemble, ça a faussé toutes les cartes. Et là, je trouve qu'il y a des gens qui ont commencé à se manquer de respect quand même. Ça existait avant, hein, mais je crois que c'est pire maintenant. Là. La première phrase du morceau, oui, le sujet est ouvert de manière claire, aucune ambiguïté, nos rapports sont sincères. Nos rapports sont sincères. Moi, aujourd'hui, à l'époque où on est aujourd'hui, je trouve que le plus dur, c'est d'avoir des rapports sincères avec les gens. On va parler un peu plus de musique tout à l'heure. C'est toi qui vas me faire découvrir des choses que je ne connais pas forcément. Mais petite curiosité, quand tu as arrêté la musique, tu as repris tes études. Tu avais arrêté les études de droit d'ailleurs pour faire de la musique. Et là, tu as repris des études, tu as fait un BTS, un master de commerce. Ouais. Aujourd'hui, tu es un homme d'affaires, quoi. J'ai envie de te dire, on a cette fibre commerciale dans la famille. Et ça me plaît. Mais j'ai toujours la musique. Ah. J'ai toujours la musique, alors plus en tant que chanteur parce que ça ne m'intéresse plus. Mais par contre, la composition musicale, pour moi, est clairement thérapeutique. C'est-à-dire que j'en ai besoin. Je me lève le matin ou un soir, il est 23h, j'ai pas sommeil, je vais composer. Ce qui va me permettre de créer une œuvre, mais aussi de réfléchir sur des choses de la vie. Par exemple, je vais me lever un jour, je vais composer. Est-ce que Fawaz va devenir un grand journaliste? On ne sait pas. Peut-être. Fawaz, c'est quelqu'un de l'équipe de Ligue, comme ça tout le monde comprendra. Hein. Moi, j'aime. Voilà, j'aime, il faut mettre les gens en avant. Et ça peut être sur n'importe quoi. Je suis contrarié, la musique va m'apaiser. Donc je crois, pour être honnête avec toi, je crois que la musique, c'est un compagnon qui est là depuis bien longtemps et qui sera là tout le temps parce que ça me permet tout simplement d'avoir un équilibre en tant qu'individu qui est pas négligeable. J'ai été frappé en préparant cette rencontre. On échange un WhatsApp, un samedi, si mes souvenirs sont bons. Tu es en décalage horaire à -9 et tu me À réponds... Taïwan, ouais. Non, non, à Los Angeles. D'abord à Los Angeles Ouais, et le c'est lendemain à Taïwan, donc peut-être +8 ou +9. Ouais, mais tu habites où? Il y a un morceau en 80... Je l'enregistre en 94, qui est dans le premier album, où je me définis en tant que citoyen du monde. Et ça n'avait pas du tout la même notion qu'aujourd'hui, mais je crois que je suis un vrai citoyen du monde, moi. Alors je passe beaucoup de temps aux États-Unis, je reviens tout le temps en France. J'aime l'Afrique dans sa globalité, que ce soit Afrique du Nord ou subsaharienne, j'aime ce continent. L'Asie pour d'autres raisons, parce que le travail... J'aime pas cette notion de frontière, moi. Tu sais, des fois, quand je regarde, je suis sûr que ça te l'a déjà fait, quand tu regardes le monde, des fois, les frontières, t'as des trucs, t'as l'impression que c'est tracé à la règle un jour. Tu sais que ça, c'est le résultat de l'époque coloniale. Oui, je sais. Un jour, Jean-Jacques, il s'est levé, il s'est dit « Oh, ça, j'aime pas. » Et puis, ils ne se sont pas rendus compte qu'en fait, je vais prendre un exemple qu'on connaît bien, des deux côtés, Maroc, Tunisie, ils ont coupé des familles en deux, en fait. Des deux côtés de la frontière, il y a des gens qui ont le même nom de famille. Donc, cette notion de frontière, moi, bon, elle est là, oui. Tu parles de Maroc-Algérie. Tu as dit Maroc-Tunisie. Ouais. Il y a des images, même, des fois, des gens qui se parlent des deux côtés. Le lieu est très connu. Le lieu est très connu, oui. Mais c'est fou. Donc, cette notion de frontière, moi, et puis quand j'entends, oui, on ferme les frontières, ça, c'est encore pire. C'est rajouter une petite couche de ridicule au ridicule, tu vois. Une frontière qui n'a pas lieu d'être. Et je me dis... Donc, pour répondre à ta question, là où je me sens bien, en fait, pour être honnête avec toi. On reparlera plus tard de l'Algérie. Ouais. Prévu dans... Encore une autre vidéo que j'avais envie de te montrer. C'est en 1983. Ouais. Tu avais 11 ans. Et puis on parle beaucoup, c'était en octobre, donc on vient d'y fêter les 40 ans. On parle beaucoup de ce qu'on a appelé la marche des beurs. En fait, officiellement, c'était la marche pour l'égalité contre le racisme. Quelques banderoles, une poignée de jeunes, immigrés pour la plupart. La longue marche pour l'égalité démarre dans une indifférence quasi générale. Du sud au nord, ils partent pour rencontrer des Français, entamer le dialogue avec eux et leur tendre la main. C'est ici, à Vénissieux, aux Minguettes, qu'est né ce pari insensé. Une démarche pacifique, une marche antiraciste en dépit... J'ai trop de choses à dire, je sais pas quoi dire. Commence par ce que tu as envie de dire. Je sais pas quoi dire. À 11 ans, tu as entendu parler de ça? Bien sûr, on était complètement concernés. Moi, t'es au collège, bien sûr. Quand je vois cette vidéo, je vois l'innocence, entre guillemets, des années 80. On y croyait encore. Et avec le recul, l'arnaque. En tout cas, nous, à l'époque, on le vit comme un truc super. Waouh! C'est des gens comme nous qu'on voit à la télé, ils font quelque chose. En plus, c'est contre le racisme. Donc, c'est positif. Moi, de cette époque-là, je sais, c'est les années 80, donc je crois que c'est un peu plus tard. Après. J'ai deux tournants comme ça. Il y a ça, et je ne sais pas si tu te souviens, il y avait, nous à l'époque, il y avait des collectes qui se faisaient dans les collèges pour l'Éthiopie.
Ce qui est la famine, La famine en Éthiopie. Et en Érythrée, absolument. Voilà, et j'étais très impliqué là-dedans. Et encore une fois, j'étais fier de faire ça parce que, waouh, j'ai aidé quelqu'un que je connaissais pas en fait. Donc c'est deux choses, pour moi, c'est deux caps très importants. Et pourquoi l'arnaque alors, à la fin? Bah parce qu'avec le recul, tu vois que la démarche, elle est plus politique que sociale quand même. Je sais pas si l'intention était aussi sociale que ça, ou si les fins étaient plus politiques que... Je sais pas. Moi, alors moi, j'ai une nature à toujours voir le positif, mais ça veut pas dire s'aveugler sur ce qu'il y a vraiment à côté, même si c'est négatif. Donc je pense qu'après, les intentions politiques étaient, je les trouvais pas si claires que ça. Je me donne le droit à l'erreur. Sur League, je ne suis plus journaliste. Je suis un être humain qui parle avec des gens qu'il aime bien. Et je vais te faire une confidence. À l'époque, en 83, j'étais journaliste à FR3. Et j'ai refusé de couvrir ces événements parce que j'avais très peur qu'on dise que des manifestations contre le racisme filmées et commentées par Rachid Arabe, j'avais peur qu'on me considère comme un journaliste militant. Tu peux comprendre ça? Aujourd'hui, non. À l'époque, oui. C'est-à-dire que l'étiquette était trop facile à coller. Et moi, je comprends complètement. J'aurais même... C'est même intelligent de ta part. Parce que la première réaction, c'est « Oh là là, c'est super, c'est à moi de le faire ». Mais le second rideau, c'est ta réaction et je trouve que c'est très intelligent. Moi, de mon point de vue, je pense que tu as eu la bonne réaction. Un autre extrait, celui-là, c'est peut-être toi qui vas me le proposer. C'est avec un certain Cheb Mami. Comme ça, vous m'avez trahi, comme ça. Comme ça, vous m'avez trahi, comme ça. Et bah tu vois ça? T'as les yeux qui brillent aussi. Ouais, je t'explique pourquoi. Parce que on vient de parler de la marche des beurs. Pour moi, c'est une marche des beurs à deux en fait. Ça en dit autant, voire plus que... Enfin, pas plus parce que j'ai tellement de respect pour les gens qui ont fait cette marche. Mais quand je dis plus, c'est que les intentions ne sont clairement pas politiques sur ce qu'on fait. Parce que j'ai passé de super moments avec Cheb Mami. On a beaucoup... C'est une belle... Mais comment vous faites pour deux artistes comme ça réussir à faire quelque chose d'harmonieux avec deux genres aussi différents que lui et toi? Moi, je me souviens que la maison de disque m'appelle et me dit « Ah oui, il y a Cheb Mami qui veut faire un morceau avec toi. Est-ce que tu veux ?» Pour moi, Cheb Mami, Cheb Khaled, je ne comprends même pas qu'on me demande ça. Je dis « Comment ça, si je veux ?» On se retrouve en studio, Mami, moi. Et puis c'est vrai qu'avec Mami, ça a été direct. Tu sais, un peu comme nous, quand on s'est rencontrés, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, en fait. Il y a des atomes crochus qui sont bien au-dessus, au-delà de ce qu'on peut voir. Et je crois que cette affinité avec Mami, elle se ressent dans le morceau, dans l'échange qu'on a. Et elle se ressentait sur scène et elle se ressentait sur... Moi, je retiens que du positif de cette aventure parce que c'est en plus dans ma nature, mais j'ai passé un moment extraordinaire avec Cheb Mami. Là aussi, petite explication de texte, ça s'appelle Les Parisiens du Nord, c'est ça hein? Ouais, Parisiens du C'est-à-dire Nord. les Parisiens du Nord? Parisiens du Nord. C'est un peu égocentrique de ma part, mais pour moi, c'est Creil. D'accord. C'est Creil dans l'Oise. Au nord de Paris, quoi. D'accord. Okay. Ça me parle. Toi, très influencé par la musique anglo-saxonne à tes débuts, aujourd'hui tu vis aux États-Unis. Est-ce que tu as l'impression de faire partie de cette culture qu'on appelle pop-med? J'ai pas l'impression qu'on a forcément besoin de se considérer de quoi que ce soit, parce que c'est par défaut. Quand nous on fait ce morceau, il n'y a aucun morceau comme ça. Il n'y a rien qui est fait avant ça. C'est-à-dire que c'est après qu'on entend tout ce qui est R&B et compagnie. Mais il n'y a rien qui est fait comme ça. Donc on le fait à l'instinct, quoi. On le fait. J'ai l'impression que ça rentre dans le cadre de ce que tu définis, non? Ouais, vous avez peut-être inventé la pop-med avant Leak, en fait. Je ne sais pas si on l'a inventé, mais peut-être qu'on en a fait partie sans avoir le nom. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Tiens, j'aimerais bien que tu me fasses un peu découvrir soit ce que tu écoutes en ce moment, soit tu as fait tellement de featuring avec des grands noms de la musique outre-Atlantique que j'ai envie que tu me fasses rêver, d'autant plus que pour la plupart, je ne les connais pas. Alors, c'est toi qui vas travailler un peu là. C'est vrai, tu connais pas? Non. Alors, attends. Alors, c'est Anderson .Paak. Là, sur le coup, il est avec Bruno Mars. Alors, j'ai voulu mettre Anderson .Paak parce que, bon, c'est la nouvelle génération. Par contre, je trouve qu'il reprend des codes de l'ancienne génération
Et ça, je trouve ça super intéressant, parce qu'il a énormément de succès, donc ce qui prouve quand même que les codes, les références, la source, c'est pas du vent. Mais d'aller vers la nouvelle génération avec leurs codes en même temps, moi je trouve ça intéressant. Je suis pas de ceux qui disent c'était mieux avant, oui les jeunes ceci. Non, non, je trouve ça exceptionnel ce qu'ils font. Mais à un moment donné, je pense qu'il y a du bon à prendre dans tous les sens. Et lui, je trouve qu'il fait un lien exceptionnel entre ces deux générations. C'est un artiste qui, je crois qu'il joue tous les instruments. Il est batteur, il a une voix exceptionnelle, il chante, il rappe, il fait tout. Et pour moi, c'est vraiment l'artiste qui m'énerve. Non, tu vas encore m'apprendre des choses, parce que l'équipe de Leak, Joe notamment, m'apprend des choses. Hein. Ils m'ont parlé de Nate Dogg. Il paraît que tu as déjà fait quelque chose avec cette personne. Nate Dogg. Nate Dogg. Nate Dogg. Voilà. Ah ouais. Non, mais Nate Dogg, c'est le cousin en Algérie. Voilà, ouais, j'ai fait un mix culturel. Nate Dogg, c'est plus Darbouka. Lui, c'est Nate Dogg, c'est plus Los Angeles. Ouais. J'ai fait un morceau avec Nate Dogg. Alors, Nate Dogg, c'est The Legend. Il nous a quittés il y a quelques années. Alors, il est de la côte ouest. Il est de l'équipe à Dr. Dre, Snoop, Warren G. À un moment donné, à une époque bien précise, quand tu sortais un album et que tu voulais un tube, t'appelais Nate Dogg et il faisait un tube. Il avait la science du refrain que personne n'a jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'ai pas connu deux artistes comme lui. J'ai eu la chance de travailler avec lui, de me retrouver en studio avec lui pendant des heures. Vraiment, lui, moi et l'ingénieur, il n'y avait aucun parasite. On a beaucoup parlé. J'ai beaucoup observé sa façon de travailler. C'est vraiment une légende au sens propre du terme. Alors, je t'en fais un deuxième. Mhm. En plus, celui-là, il est important, je t'expliquerai pourquoi. This is Miss Renee King out of Philadelphia. I'd like for you to give me a call on area code 215-222. Pourquoi tu voulais me partager ça? Alors, pour plusieurs choses. La première, c'est complètement de la famille musicale dont on fait partie. La deuxième, c'est j'ai eu la chance de collaborer avec eux dans le deuxième album, dans un morceau qui s'appelle Star Trek, parce que je suis un grand fan de Star Trek. Ouais. Et la troisième, c'est que Vinia, la chanteuse qui est sur Respect, chante sur un de leurs morceaux qui s'appelle Saturday. Et cette chanteuse m'avait toujours vraiment cassé le crâne. Elle fait pas des trucs, mais elle avait une vibe qui m'avait... et quand on a réussi à l'avoir pour Respect, c'était pour moi... j'avais réussi avant de sortir le disque. Voilà. Donc de la soul important dans le directement, indirectement important dans notre parcours aussi. Allez, à mon tour de te proposer. Alors ça, tu vas rien apprendre. Alors là, j'ai peur, là, attention. Oh, tu vas rien apprendre. Attention. Ah bah oui. Bah ça me donne des frissons. Après, je te dirai pourquoi. Ah, excuse-moi, je laisse tourner. Ah ouais, moi, je voudrais partager l'image aussi. Non, mais non, chacun son truc. Mais l'image est formidable aussi là-dessus. Hein. T'as vu les couleurs? Ouais. L'esthétique est extraordinaire. Bah. Un grand big up à DJ Snake. Disco Maghreb. Disco Maghreb. Il a réussi chez moi à me donner des frissons au niveau émotionnel, dans mon moi profond, dans ma mémoire, ce que j'ai pu connaître quand j'étais jeune en Algérie. Il y a des codes qui me ramènent directement à ça et tout de suite ça te touche. Et dès le début du clip, hein, les couleurs, la rue, les trucs. Le morceau en lui-même qui est juste stratosphérique et la démarche de DJ Snake de mettre entre guillemets ses origines en avant, la culture algérienne en avant, au goût du jour et aux yeux du monde. Voilà. Et moi, j'ai trouvé ça exceptionnel. Pour être honnête avec toi, de cette façon, je crois que personne ne l'a jamais fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Aucun cinéaste, aucun musicien, Non. aucun écrivain n'avait réussi à mettre en 3 minutes et 15 secondes tout en même temps. Parce qu'il y a le paramètre du temps. C'est condensé quand même. Autant d'informations, autant d'émotions et autant de satisfaction en 3 minutes et quelques, pour moi, personne ne l'a fait. Après, je peux me tromper. Hein. Enfin, on arrive en Algérie, grâce à DJ Snake. Enfin. C'était long. Mais dis donc, dans ton album Réflexion en 2006,
Tu chantes 12 ans d'absence. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que tu t'es éloigné pendant 12 ans ou que c'est l'Algérie qui s'est éloignée? Besoin de comprendre encore. Non, l'Algérie, elle bouge pas. C'est nous qui bougeons. C'est nous les atomes. L'Algérie, elle bouge pas. Non, c'est que entre la musique et tout, je n'étais pas retourné en Algérie depuis. Et tu te souviens qu'à l'époque, il y avait des événements, ce qu'on appelait les événements en Algérie. On était le premier groupe à avoir été joué en Algérie après les événements. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Je me souviens que même à l'aéroport, on avait été reçus par le ministre. J'étais vraiment énormément d'émotions parce que quand tu vas en Algérie, que tu pars en voiture de ton quartier, tu mets je sais pas combien de jours pour y arriver, et que des années après, tu es reçu par le ministre et quand le président vient en France, Algérien vient en France, tu es invité au dîner. Il y a une symbolique pour les parents. Outre le dîner, tu vois, il y a quelque chose. Et moi, pour moi, c'était important. La fierté de mes parents, ça a toujours été important. Donc j'étais content pour ça. Énormément d'émotions à ce concert. Mais l'Algérie, pour moi, c'est très important. Très, très, très important. Et quand je dis ça, ça ne minimise pas le fait que je sois français. Bien au contraire. C'est que j'ai presque envie de dire dommage pour ceux qui ne sont que français. J'ai une valeur ajoutée. J'ai un truc en plus. C'est comme si on était là, on a tous les deux la même voiture, mais moi j'ai la clim. Tu peux pas t'en plaindre. Tu vois, c'est voilà. Tu viens de me climatiser là. Ouais. Voilà, moi j'ai la clim. Tu vis aux États-Unis, Ouais, tu es né en France, Ouais. tu viens de me parler de l'Algérie. ouais. Quand je t'écoute, j'ai l'impression que tu t'es exilé de France. Et je voudrais savoir si tu te sens plus proche de la France que de l'Algérie aujourd'hui que tu vis aux États-Unis. Si vraiment, vraiment, je veux te renvoyer dans tes cordes, Vas-y. à question classique, réponse classique, et je te dis oui, mais c'est comme si tu me demandais de choisir entre mon père et ma mère. Ça, c'est pas très bon comme réponse. Bon, la tienne, elle n'était pas très belle non plus, mais je l'accepte. Tu vois, c'est pas méchant. Non, non, non. Tu sais, c'est pour moi, la France, dans mon développement personnel, est fondamentale. Soyons très clairs. Moi, j'ai pas de problème à dire ça. Dans mon épanouissement intellectuel, c'est fondamental. Les États-Unis interviennent très tôt dans ma vie, moi. Je vais aux États-Unis avant d'être en maison de disque. Moi, je vais aux États-Unis la première fois, je crois que c'est en 89 ou en 90. Ah oui. Parce que je suis un amoureux des États-Unis. L'attirance existe déjà. La musique, parce que, voilà, la culture. Tu sais, alors là, vraiment, on va faire vieux, mais je vais te le dire. Quand je suis arrivé à New York, j'ai mis mon pied et j'ai eu ce sentiment d'être à la maison. Je me suis dit, c'est bizarre, je suis trop bien ici. Je sors de l'aéroport, je vois les taxis jaunes, je fais non, Starsky Hutch. Tu vois, alors ça va peut-être pas parler aux jeunes, mais tu Moi, vois, ça me parle. voilà. Et je vais plus loin encore. À l'époque, j'allais dans un hôtel qui s'appelait le Carter. Les anciens connaîtront parce que c'était le point de ralliement. Mais quand je te dis que c'était à Times Square, mais Times Square à l'époque c'était prostituées, dealers de drogue, crack. Dans l'hôtel c'était n'importe quoi. Et je me souviens que je sors de l'hôtel et je vois des drug dealers donc, qui sont dans la rue. Et je fais non, il est habillé comme Guy les bons tuyaux dans Starsky Hutch. Non mais pareil, avec les chapeaux et tout, et puis il marchait comme ça, il disait t'as besoin de quelque chose. Mais en fait, j'étais dans un film. Donc quand je te dis ça, tu comprends après que culturellement, une fois que je suis dans la musique et que je suis signé en maison de disque, c'est naturel pour moi. Il faut que j'aille là-bas. C'est aller à la maison. Et je savais qu'un jour j'habiterais là-bas. C'est pas pour ça que je préfère les États-Unis à la France. Et, tu sais, il n'y a pas d'endroit parfait, Rachid, pour être honnête avec toi. Il y a des dysfonctionnements en France, il y a des choses qui ne marchent pas, il y a des choses qui marchent, il y a des dysfonctionnements aux États-Unis, il y a des choses qui marchent. Voilà, après, moi, j'ai la chance de pouvoir bouger un peu, donc je trouve mon bonheur un peu partout. Après, l'Algérie a une place spéciale, parce que non seulement c'est dans l'ADN, mais il y a une valeur affective, émotionnelle, qui me rattache à mes parents, qui me rattache à mon enfance, qui me rattache à mes grands-parents. Et ça, tu vas à New York, à Los Angeles, sur la Tour Eiffel, ça ne s'achète pas, ça. Ça n'a pas de prix. Tu montes, tu descends, tu fais ce que tu veux, ça n'a pas de prix. Donc, tu vois, quand tu fais des plateaux télé, c'est la loge VIP qu'il y a dans le fond. On sait pas. Touche pas ça. Kamel, c'est déjà la fin. Non. Je t'ai bien resté longtemps avec Non, toi. non, non, mais moi, toi, tu dis c'est la fin, parce que moi, j'ai des questions pour toi après.
Tu veux me poser une question? Tu as droit à une question. La première, Rachid, alors déjà, bienvenue dans mon podcast. Premier invité du podcast, c'est Rachid. C'est pas une question pour te mettre mal à l'aise, mais je veux une réponse sincère et pas de journaliste. Est-ce que tu as conscience de l'impact que tu as eu sur des gens de ma génération, avant, après? Pour faire une réponse qui ne soit pas une réponse de journaliste, quand j'étais journaliste, je n'en avais aucune conscience de cette image que je pouvais renvoyer. C'est en t'écoutant, en écoutant beaucoup de gens, mais aussi en écoutant des gens qui ne sont pas forcément d'Afrique du Nord, que je me suis rendu compte que, par exemple, à l'époque où je faisais le journal télévisé, les chauffeurs de taxi portugais me remerciaient parce qu'ils me disaient « vous nous représentez ». J'avais l'impression de représenter effectivement une sorte d'autre France qui ne se voyait pas habituellement. Aujourd'hui, je commence à en prendre conscience tout doucement, mais quand on a été élevé comme moi, dans une forme de réserve, on ne se met pas en avant comme ça. Maintenant, ce que j'essaie, et c'est pour moi le plus beau cadeau de la vie, et c'est pour ça que je fais LIC d'ailleurs, c'est que j'ai l'impression que mon rôle maintenant, c'est de transmettre à des jeunes pour qu'il y ait dans 5 ans, dans 10 ans, des Kamel, des Rachid qui puissent donner envie d'ouvrir des portes. Qu'est-ce qui te fait encore vibrer encore aujourd'hui dans le média aujourd'hui? Parce qu'il a vachement muté le média, c'est plus ce que c'était. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que, pour toi, l'idéal, ça serait quoi? Ça serait faire quoi? D'abord, il ne faut jamais regarder en arrière. Parce que Non. ce que j'ai fait moi, je l'ai fait dans une période bien précise. Je suis arrivé à la télévision française, à l'époque ça s'appelait Antenne 2, où c'était quelque chose comme le Graal, c'est-à-dire c'était une réflexion sur la responsabilité journalistique, sur le rôle qu'on avait. C'est plus le cas aujourd'hui. Alors pendant quelques années, j'ai râlé, j'ai fait le type qui disait ils sont nuls. Puis à moi, j'ai arrêté de râler. Je dis c'est comme ça qu'ils le voient eux aujourd'hui. Donc d'où l'idée de partir sur LIC, qui consiste à dire comment je peux faire pour que les quelques principes professionnels, déontologiques que je me suis appliqué pendant 35 ans de carrière, comment je peux les appliquer aux réseaux sociaux, c'est-à-dire en y mettant un petit peu de poids, en apprenant la forme des réseaux sociaux, mais en essayant d'y mettre mon poids. Et ça m'emballe d'autant plus que ça me fait travailler beaucoup avec des jeunes équipes, ça me fait travailler pour un jeune public aussi, et je trouve que ça c'est un très beau challenge à mon âge. Donc aujourd'hui, tu es heureux en fait? Relativement. T'as remarqué que je t'ai fait 3 questions, t'as rien vu. On va terminer parce que... Non, mais parce que c'est vrai qu'on pourrait rester encore très longtemps et je pense qu'il faut qu'on se revoie très vite. Mais donc, quand je t'ai rencontré là, il y a quelques jours, pour ton propre podcast, on va dire les choses, clairement. J'ai eu la chance de te recevoir dans mon podcast donc, qui arrive très vite, qui s'appelle Respect. Ouais. Et je trouve que le podcast qui s'appelle Respect et T'avoir toi, c'est la meilleure des définitions. Et alors, au moment où je suis arrivé dans ton studio, j'avais la conviction de ne t'avoir jamais rencontré. Et donc, de te connaître très rapidement. Ouais. Mais en fait, tu m'as rappelé qu'on s'était déjà rencontrés. Ouais, on s'était déjà vu. Et c'était à cette occasion-là, je crois que tu n'as jamais revu l'image, mais moi je vais te la montrer. Oh, regarde le générique. J'ai montré ça à mes beaux enfants, ils ont éclaté de rire parce qu'il y a Christina Reali, alors un film de Farid DMS de Bach. Et le casting c'est... À qui on fait une grande Regarde. dédicace, Farid Deba. Christina Reali, ouais. Ça, c'est un court-métrage de Farid Deba, qui est aussi un ami, une personne très talentueuse, qui continue d'ailleurs. Et à l'époque, imagine aujourd'hui ce que je te dis, et à l'époque, à 20 ans, je me souviens, Farid me dit, il y a Rachid Arabe. Wow. C'était fou. Et je me souviens, c'est pour ça que je te l'ai rappelé quand tu es venu à mon podcast, j'ai dit, on s'est rencontrés, tu m'as dit, ah bon? Je t'ai dit, ouais. Parce que pour moi, c'était un événement que tu sois là. Tu étais comme à ton habitude, très courtois, très poli. Mais on n'avait pas parlé plus que ça. Je n'étais pas assez connu encore. Et maintenant, je te pose des questions. Et maintenant, tu me poses. Et maintenant, regarde le sens de l'histoire. Je te reçois à mon podcast, tu me reçois dans ton programme. C'est fou quand même. Moi, je pense que... Je suis de ceux qui pensent que le hasard n'existe pas. Mais après, chacun son... En tout cas, je vais te dire un truc. Je sais qu'on a fini là. Ça a été un honneur et j'ai passé un moment exceptionnel. Et je trouve la démarche de ton programme et ton initiative exceptionnelle. Et je suis vraiment ravi d'en faire partie. Bon, on va terminer là-dessus, parce qu'après, on va croire que c'est une émission sur moi, alors que c'était une émission sur Kamel. Et moi, je vais terminer avec un mot. Vas-y. Respect. Ah, voilà. Merci à toi. Merci, Kamel. Voilà.